Bon, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous au nom de FEMISO à Strasbourg. C'est le premier café débat qui est organisé dans le cadre de cette ONG, une organisation non gouvernementale, dont le siège est à Bruxelles et on donnera plus d'explications plus tard. Bienvenue, on est honoré, on a le plaisir de vous accueillir ici. Merci beaucoup d'être présent, de répondre présent pour ce café débat. Et ce café débat a une particularité puisque le thème en lui-même nous touche plus ou moins avec d'autant plus d'acuité que on est au lendemain d'élections européennes où on a vu remarquer ce sursaut populiste dans toute l'Europe et en particulier en France. Et donc c'est un moment où des enjeux sont importants au niveau européen. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la jeunesse européenne au défi de l'islamophobie. Le mot est dit, l'islamophobie, on essaiera de le discuter avec nos deux intervenants un peu plus tard. Mais je donnais le cadre au FEMISO. Pour l'instant, c'est un objet associatif non identifié qu'on aura le plaisir et que Jihan aura le plaisir de vous présenter. Et après cela, on aura les deux intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être là et qui aborderont ce thème, la jeunesse européenne au défi de l'islamophobie, selon leurs différents points de vue et points de réflexion. Donc voilà, je laisse la parole à Jihan. Bonjour. Donc pour identifier l'objet non identifié, je vais peut-être commencer par l'acronyme, parce que je suis sûre que vous demandez tous ce que signifie FEMISO, et surtout ça me permettra de vous parler en anglais. Donc FEMISO, c'est pour Forum of European Muslim Youth and Student Organizations. Merci. Donc pour parler plus clairement, FEMISO est une ONG internationale qui a pour but de porter la voix des jeunes musulmans européens dans les institutions européennes et internationales. Quand je parle d'institutions européennes et internationales, je peux citer certaines institutions dans lesquelles FEMISO est partenaire. Il y a par exemple le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la Commission européenne. Dans ces institutions, FEMISO est présent et consulté assez régulièrement, notamment dans l'Advisory Council of Youth. C'est une institution qui fait partie du Conseil de l'Europe, qui est spécialisée dans la jeunesse européenne. Donc, FEMISO, ses buts, ses missions. FEMISO prône la promotion de la jeunesse musulmane et de la citoyenneté en Europe. Et FEMISO est une ONG qui défend les droits humains et qui lutte contre les discriminations et le racisme. Dans les actions concrètes, on aura des campagnes et aussi des départements spécialisés dans FEMISO. Par exemple, je peux vous citer le département spécialisé dans le dialogue interreligieux et interculturel. Vous aurez également la participation de FEMISO dans la campagne No Hate Speech. Vous avez certainement entendu parler. Il y a aussi une campagne qui a été lancée spécialement par FEMISO au niveau européen et qui est chargée de la lutte, qui a pour mission de lutter contre l'islamophobie, donc on est en plein dedans aujourd'hui, qui s'appelle Iman Project, qui est aussi au niveau européen. Donc pour parler encore plus spécifiquement de l'islamophobie, on va forcément dialoguer ensemble. Je vais laisser la parole aux intervenants. Et aussi j'ai une petite requête. Vous avez sur les tables des petites fiches. Si vous pouviez les remplir, ce serait très sympathique. Ce serait en fait pour améliorer nos prestations et pour mieux vous connaître aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jihan. Il y a une autre campagne qui fait partie aussi des grandes campagnes européennes menées par FEMISO et qui nous concerne un peu tous. C'est la campagne Green Up My Community. On est encore dans l'anglicisme, dans les formulations en anglais, mais en tout cas, c'est pour sensibiliser les acteurs locaux musulmans et en particulier les mosquées sur la question de la protection de l'environnement. Ça peut, Abdelkarim, en tant que représentant des Verts à FEMISO, tu pourras peut-être en parler un peu plus. Donc je vais laisser la parole aux deux intervenants et en premier à Salima. Salima, qui est titulaire d'une thèse en études orientales et méditerranéennes sur la question des musulmans en Europe. Elle pourra notamment peut-être citer cette thèse-là. Et elle l'a soutenue l'année dernière. J'ai assisté donc avec brio. Et elle pourra en faire part sur ce thème-là et aborder la question de l'islamophobie. À sa gauche, nous avons Yanis Maïl, qui est diplômé en islamologie
et militant associatif. Je ne vais pas citer ces engagements associatifs, mais en tout cas, c'est ces engagements-là qui illustreront, je crois, ces propos. Donc je vais laisser la parole sans tarder à Salima. Donc merci Barakallahu Fikoum pour cette présentation. Bonjour à tous, salam alaikum. Donc je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur le thème de l'islamophobie, comme l'a souligné Abdelhakim, un thème qui nous concerne tous, en particulier au lendemain de ces élections. Donc je pense qu'on s'y attendait tous un petit peu, mais ça prend toujours, on prend toujours une claque en voyant afficher de tels scores de la part de partis qui ont mené leur campagne autour d'idées, disons-le, pour certaines islamophobes. Donc voilà. Donc en ce qui concerne l'islamophobie et les musulmans en Europe, on a pu noter ces dernières décennies que la question des musulmans en Europe a été de plus en plus traitée aussi bien dans la littérature sociologique qui reste réservée à une certaine élite que dans les médias qui visent une audience davantage populaire. Mais on ne comprend toujours pas, on n'a pas vraiment de réelles informations sur le sujet. Donc c'est sur ce point-là sur ce point-là qu'on voudrait avancer. Donc la question qui dépasse aujourd'hui celle de l'intégration des communautés musulmanes en Europe semble en quelque sorte questionner le plus grand nombre, donc et même inquiéter le plus grand nombre. Donc pour tenter de comprendre ce qui questionne et parfois même inquiète non-musulmans et parfois même musulmans, nous allons intervenir avec Yann Ismail sur le thème de l'islamophobie aujourd'hui. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler quelques chiffres clés. Donc parfois on entend parler de communautés musulmanes en France et en Grande-Bretagne, on ne sait pas à combien s'élèvent réellement ces communautés, si on peut dire ce thème-là. Donc en Grande-Bretagne et en France, donc j'ai choisi la France et la Grande-Bretagne parce que comme l'a souligné Abdel Hakim, j'ai travaillé sur la France et la Grande-Bretagne dans le cadre de ma thèse. Donc en France et en Grande-Bretagne, ce sont des communautés qui englobent plusieurs cultures, si je peux dire, plusieurs origines. Donc elles sont multiculturelles. Donc en 2009, l'Office des statistiques nationales estimait à 2,4 millions le nombre de musulmans présents au Royaume-Uni. Le dernier recensement officiel de 2011 estime qu'il y aurait aujourd'hui environ 2,8 millions de musulmans, principalement d'origine sud-asiatique, en Grande-Bretagne. Donc cela représenterait 4,8% de la population du pays. 4,8%. Comme en France, ces chiffres placent l'islam en tant que seconde religion du pays. En France, où les musulmans sont principalement originaires d'Afrique du Nord, il est plus difficile d'évaluer le nombre exact des musulmans car tout recensement de la population sur des critères religieux sont interdits, comme vous le savez, j'imagine. Donc, on évalue toutefois à 4,1 millions le nombre potentiel de musulmans en France. Donc, en 2007, l'Institut national de la statistique estimait ainsi que les musulmans représenteraient 7,1% de la population française. Au niveau européen, ces chiffres placent les communautés musulmanes britanniques et françaises respectivement en tant que troisième et première plus grande communauté d'Europe. Donc voilà. Donc, dans cette présentation, j'aborderai le thème de ce que j'appelle un mute culturalism. Donc bien, là, chez Femiso, on aime les anglicismes, donc je vais en user aussi. Donc mute culturalism qui se traduirait en français par culturalisme muet. Donc je vais développer ce que j'entends par là. Donc culturalisme muet. Donc avec l'arrivée, après l'immigration de masse en France et en Grande-Bretagne, donc à partir des années 60 en France et en Grande-Bretagne, les gouvernements prennent acte de la réalité multiculturelle, sociale des populations. Donc en 1966, le ministre du Parti travailliste britannique, Roy Jenkins, redéfinit l'intégration au sein du multiculturalisme britannique, non comme un processus, je cite, non comme un processus de nivellement par assimilation, mais comme une égalité des chances accompagnée de diversité culturelle dans une atmosphère de tolérance mutuelle. Donc j'imagine c'est un peu ce à quoi on aspire tous. Les minorités sont alors encouragées à redécouvrir et développer leurs habitudes culturelles dans le pays et bien sûr apporter de nouvelles choses.
En France, la ministre Georgina Dufoy insiste sur le vivre ensemble, je cite encore une fois, le vivre ensemble avec nos différences. C'était l'un de ses slogans. Et on souligne que de nouvelles formules font recette, telles que France mosaïque, France plurielle, etc. à l'époque. Donc l'identité nationale est donc à être envisagée dans l'égalité et la diversité. Toutefois, ces principes posés n'ont pas continué à alimenter le débat. Donc des personnes opposées à une société, enfin multiculturalisme ou à une société au multiculturalisme, hein, pas spécialement à une société multiculturelle, mais insistent sur le fait que certaines cultures, je cite encore, Brian Barry notamment, qui dit « certaines cultures sont admirables et d'autres viles ». Donc cette hiérarchisation des cultures ne va pas se renvoyer au discours prononcé par l'ancien ministre de l'Intérieur français UMP, Claude Guéant, en février 2012, dans lequel il déclare, je cite, « Il y a des comportements qui n'ont pas leur place dans notre pays, non pas parce qu'ils sont étrangers, mais parce que nous ne les jugeons pas conformes à notre vision du monde, contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche. Pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Celles qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. Celles qui défendent la liberté, l'égalité et la fraternité nous paraissent supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou ethnique. En tout état de cause, nous devons protéger notre civilisation. » Donc le discours de ce ministre de droite UMP s'adresse alors, il pourrait paraître anodin, il pourrait paraître un discours qui défend nos valeurs à tous, on souhaite tous, on est tous dans le même combat, si ce n'est que ce discours de ce ministre s'adresse alors dans les locaux de l'Assemblée nationale à un syndicat étudiant proche de la droite radicale. Donc on voit le glissement. Ces propos viennent ainsi faire écho à celui de, bien évidemment bien connu, Jean-Marie Le Pen, quelques décennies auparavant, mettant en garde contre, je cite, la disparition des mondes que nous connaissons, c'est-à-dire de notre propre pays. Donc, lors d'une émission radio sur France Inter, Claude Guéant a illustré par la suite son propos par des références à l'islam en faisant l'amalgame avec le voile intégral et les prières de, je cite, les prières de rue. Donc, on voyait bien à qui s'adressait le discours qu'il avait énoncé lors de cette rencontre. Claude Guéant, dans une stratégie populiste, encore une fois, reprend ici les idées des égalitaristes libéraux basées sur la défense des libertés individuelles telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, et dans le même temps revendique la protection d'une civilisation qu'il essentialise comme étant en opposition avec d'autres cultures et religions particulières, en l'occurrence l'islam. Cela rejoint le phénomène qu'observe Reda Benkiran dans son analyse de la société française, soulignant une crise identitaire, dont je cite « Le constat clinique de cette psychopathologie identitaire est vite établi. Rappelons tout d'abord que l'identité a même été érigée en ministère. Depuis trop d'années, la politique, l'intelligentsia et les grands médias français manifestent ce trouble obsessionnel consistant à essentialiser l'origine et la religion de certains des citoyens de la République. » Dans le contexte de la mondialisation et de la peur d'une supposée disparition de l'État-nation, la référence à une identité culturelle dominante du pays menacée par certains comportements étrangers vient au niveau politique légitimer certains jugements de valeur, comme ça a été le cas avec le discours de Claude Guéant. Donc là, je vous cite un sociologue britannique qui, bien avant tous ces phénomènes-là, identifiait ce qu'il appelle un racisme culturel, donc venant succéder, selon lui, à un racisme de couleur, compris dans un processus de racisme en 2 étapes. Donc, dans son analyse, il identifiait un racisme culturel qui émergeait, qui allait se substituer à un racisme de couleur. Donc, la couleur, si je puis dire, les basanés, etc., allait être acceptée, mais par contre, un racisme culturel allait subsister. Donc, cette forme de racisme vient légitimer certains amalgames faits notamment entre religion et culture. Ainsi, les religions musulmanes et chrétiennes sont dans les discours présentés en tant que culture. Donc l'islam est présenté en tant que culture. C'est dans ce cadre-là que l'on pourrait le mettre dans le cadre du racisme culturel. Donc l'islam est une religion, on nous la présente comme une culture qui fait concurrence à une culture dominante dans le pays, alors que cette mise en concurrence n'a pas du tout lieu d'être. Ainsi, les religions musulmanes et chrétiennes sont dans les discours présentés en tant que culture. À ce propos, Olivier Roy, un politiste, souligne lors d'un colloque organisé au Parlement européen sur le thème de la pluralité religieuse en Europe
que dans les mouvements, je cite, dans les mouvements populistes, mais pas seulement, car cela est aussi très présent dans les mouvements intellectuels, l'idée aujourd'hui est de présenter la supposée identité européenne en tant que christianité tournée en tant que culture. Donc, dans une Europe sécularisée, ce procédé permet, selon lui, d'une part, de légitimer une réponse donnée sur le modèle d'une base chrétienne à des demandes formulées notamment par des citoyens de confession musulmane en termes de liberté religieuse. Donc, concrètement, les citoyens de confession musulmane vont venir adresser des requêtes, hein, et, parce qu'il y a des changements sociaux, et on les refusera systématiquement sous prétexte qu'ils ne répondent pas, qu'ils n'entrent pas dans le cadre de la culture dominante du pays. Cette culture qui a été, qui émerge selon une christianité tournée en culture, en tant que culture. Donc les valeurs multiculturelles de la Grande-Bretagne et de la France sont dans ce cas réduites à ce que je nomme un mute culturalism, donc un culturalisme muet. Ce dernier, à la croisée des observations de Tariq Maudoud et d'Olivier Roy, peut être défini en tant que forme de racisme culturel basé sur un processus de culturalisation du religieux sur le modèle d'une culture chrétienne en Europe. Voilà. Donc maintenant, je vais passer, je vais un peu raccourcir. Donc concrètement, ces états de fait au niveau politique, ils se traduisent par des discriminations, notamment des discriminations territoriales. Donc on note une séparation territoriale en France comme en Grande-Bretagne. Donc on note que 80% des musulmans vivent dans les 5 principales conurbations de Grande-Bretagne, comparé à 50% de la population générale. Et on observe un peu le même phénomène en France, autour des régions marseillaises, le littoral méditerranéen, la région lyonnaise et les régions frontalières industrielles, le Grand Lille, Nord-Pas-de-Calais, etc. Donc en Europe, les discriminations à l'encontre des musulmans exacerbent cette séparation territoriale. Donc Amnesty International, d'ailleurs, tire la sonnette d'alarme à ce propos et souligne en 2006, donc elle souligne en 2006, en venant de faire écho à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, dont le rapport Les musulmans au sein de l'Union européenne, discrimination et islamophobie, qui soulignait, je cite, « Il est indéniable que les musulmans connaissent différents niveaux de discrimination et de marginalisation sur les plans de l'emploi, etc. etc. » Donc, ils viennent de confirmer ce rapport. Donc maintenant, par rapport à ces discriminations, on voit que différentes réponses sont données par les jeunes Européens de confession musulmane, notamment dans le cadre de FEMISO, qui a organisé en 2011 une première rencontre. Et elle avait invité l'artiste Medine, notamment, qui a pour slogan « I'm Muslim, don't panic ». Donc, je suis musulman, ne panique pas. Donc, ce slogan qu'on pourrait croire adressé en premier lieu à des non-musulmans, en réalité, invite les non-musulmans aussi à se placer non pas dans une position de réaction, d'accord, toujours, parce que c'est ce que l'on cherche à produire, hein, toujours une position de réaction, mais vraiment dans l'action, vraiment dans un terrain commun, donc, que je nommerai intérieur de deux, que je nomme dans ma thèse, et vraiment de reformulation des valeurs et formulation d'actions communes. Donc voilà, le FEMISO avait organisé en 2011 sur le thème Wise Up, Rise Up, Get Active. Donc, lève-toi, réfléchis et sois active. Cette conférence insistait sur l'importance de l'éducation et de l'action afin de surmonter les défis communs et le besoin d'une forte participation civique. Donc, la réponse des Européens de confession musulmane, et je pense que beaucoup adhèrent à cette forme de réponse, c'est vraiment insister sur la participation civique. Donc c'est ce que l'on essaie de faire aujourd'hui, hein, vraiment de sensibiliser les personnes à cette question et de formuler des réponses et des actions via nos droits civiques. Donc voilà. Donc je voudrais conclure en disant que l'islamophobie est aujourd'hui le problème avec lequel nous vivons tous et que nous résoudrons tous. Merci de votre attention. Bien, bonjour à tous. Donc pour la seconde intervention, donc déjà même si ça a déjà été fait, je m'appelle Yannis Mahil.
Je suis diplômé en droit et en islamologie, et comme l'avait rappelé Hakim, j'ai aussi un parcours militant et associatif. Et donc, dans mes analyses, j'essaie toujours de concilier à la fois mon bagage universitaire et mon expérience de terrain. Sur la question de l'islamophobie, j'ai fait pas mal de conférences sur ce sujet, et ce que je répète à chaque fois, c'est que malheureusement, quand il s'agit de parler de l'actualité des actes islamophobes, j'ai toujours de nouveaux éléments à ajouter à mes interventions. Je cite, depuis déjà quelques mois, on a beaucoup parlé des agressions islamophobes qui ont eu lieu à Bourges, à Argenteuil, notamment une femme qui a perdu son bébé suite à l'agression. Et donc on se rend compte que les différentes études montrent que les agressions sont de plus en plus violentes, les actes de discrimination sont de plus en plus violents. Et on avait eu, là, il y a quand même c'était l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une tentative d'acte terroriste à la sortie d'une mosquée à Lyon, où c'était un militaire proche de l'extrême droite qui projetait donc de tirer sur les fidèles en sortant de la prière de Eid el-Fitr, donc à la fin du Ramadan. Et Dieu merci, il y a un problème avec le micro ? Ça marche ? Vous m'entendez ? Et donc Dieu merci, la police a pu l'empêcher avant que l'acte ne soit produit. Mais malheureusement, alors que cette personne était connue des services de police, l'année précédente, elle avait lancé un cocktail Molotov sur une mosquée. Elle a obtenu au tribunal un non-lieu. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'islamophobie n'est pas assez prise en considération, à la fois par nos responsables politiques, ceux qui sont dans l'opposition aux affaires, et à la fois par les différents acteurs sociaux, intellectuels et médiatiques. La question de l'islamophobie aujourd'hui est centrale, parce qu'elle est en train de miner le vivre ensemble et la cohésion sociale dans ce pays. Elle est en train de créer une atmosphère très délétère pour l'avenir de nos sociétés, l'avenir pluriel de nos sociétés. Et sur son augmentation et sa progression et l'aggravation des actes islamophobes, aujourd'hui les faits sont indiscutables. On avait déjà eu il y a environ 2 ans le rapport d'Amnesty International qui avait... C'est bon ? Comme ça ? Il faut que je me mette plus près. Donc on a vu le rapport d'Amnesty International qui avait alerté à la fois les responsables médiatiques, politiques sur la gravité de ce que devient aujourd'hui le racisme anti-musulman et sa progression en France et en Europe. On a les rapports annuels qui sont produits par le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, et qui fait un travail remarquable en termes de lutte contre les discriminations islamophobes. Et on a aussi, et donc un rapport qui est très récent, qui a été remis au Premier ministre français lors de ses prises de fonction suite aux élections municipales, qui a été réalisé par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et qui non seulement alerte les pouvoirs publics sur la gravité aujourd'hui de l'islamophobie et de sa progression, mais qui aussi met en exergue la responsabilité de nos responsables politiques, des médias, dans la diffusion des préjugés islamophobes et dans l'aggravation du climat délétère autour de l'islam et des musulmans. Et ce rapport aussi, c'est important de le rappeler, mais je vais y revenir, parce que le mot islamophobie a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses polémiques d'ordre sémantique et terminologique. Et quand on analyse de près ce qui s'est passé, c'était plus quelque chose qui relevait de l'idéologie plutôt que de la discussion sérieuse autour d'un terme. Car ceux qui contestaient le terme étaient en fait des gens qui, dans l'ordre du débat public, se présentent comme progressistes, mais qui tentent de cacher aujourd'hui une certaine volonté de stigmatiser la communauté musulmane et de présenter la présence musulmane en France et en Europe comme un danger, derrière des beaux concepts. On le cache derrière la laïcité, derrière la lutte contre le communautarisme, etc., pour le féminisme. Et donc, une grande partie de ces acteurs ont tenté de diaboliser le terme d'islamophobie. De l'autre, face à cet avis partisan et partiel, on a des spécialistes, des journalistes, des sociologues qui ont fait un travail de recherche approfondi. Je pourrais citer par exemple l'œuvre de Abdelali Hadjat et Moran Mohamed, qui sont sociologues, un livre excellent sur la question de l'islamophobie et de la question des musulmans en France, qui s'appelle « Comment les élites françaises ont construit le problème musulman » ou construisent le problème musulman. Et donc ils révèlent dans ce livre, et dans nombreuses de leurs interventions, que le terme islamophobie non seulement est pertinent vis-à-vis de la réalité, de ce qu'il s'agit quand il s'agit de dénoncer la réalité du racisme anti-musulman, mais qu'en plus il n'a rien à voir avec ce qui a été dit. Parce que les opposants en termes ont laissé entendre que ce terme en fait était un terme qui avait été créé par les islamistes iraniens en 1979, non pas pour dénoncer le racisme anti-musulman, mais pour faire taire toute opposition à leur projet politique. Et donc on se rend compte que non seulement le terme existait déjà en France au début du XXe siècle,
sous la plume d'auteurs français, mais qu'en plus de ça, le terme n'existe ni en arabe ni en langue persane. Et donc il s'agissait simplement d'une manipulation intellectuelle, et dont la stratégie était de répéter, plus on répétera un mensonge, plus il sera inscrit dans les esprits. Donc aujourd'hui, le terme a été consacré, il est utilisé par de nombreuses personnalités politiques, même Nicolas Sarkozy, qui pourtant n'est pas connu pour son islamophilie et son amour des musulmans, l'avait utilisé dans un discours à Alger en disant l'islamophobie c'est comme le racisme et l'antisémitisme, ça ne se comprend pas, ça se combat. Dans le même ordre, aujourd'hui, de nombreuses organisations internationales ont adopté le terme depuis de nombreuses années, à l'instar du Comité des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, qu'il a adopté depuis 1998. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, au niveau du Conseil de l'Europe aussi, le terme est utilisé. Différents rapports aussi utilisent le terme, et la Commission nationale consultative des droits de l'homme a aussi utilisé le terme et a révélé sa pertinence. Concernant la question de l'islamophobie, il y a aussi des débats sur sa définition. Moi, la définition que je retiens, ça n'a rien à voir avec ce que certains tentent de dire sur une question de blasphème. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des positions critiques sur une religion ou une autre. C'est l'ensemble des actes de discrimination, l'ensemble des violences verbales ou physiques à l'encontre d'individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et pourquoi je dis réelle ou supposée? Ça, c'est un point important. Parce qu'il y a aussi des non-musulmans qui sont victimes d'islamophobie. Vous allez me dire de quoi je parle. Je vais vous citer quelques exemples. Aux États-Unis, un sikh a été assassiné par une personne qu'il a identifiée comme étant musulman. Les sikhs, c'est une religion en Inde qui n'a rien à voir avec l'islam, où les partisans de cette religion portent un turban et ont une barbe. Et donc, dans l'esprit de certains, ça a été assimilé à l'islam. Donc, des sikhs sont victimes d'islamophobie. Et même dans l'ordre de ce qui se passe en France, on a beaucoup de témoignages de gens qui peuvent être d'origine arabe, d'origine turque, mais qui ont un rapport très distant avec la religion ou qui même ne sont plus musulmans, qui vous disent « je suis victime d'islamophobie », c'est-à-dire qu'on me renvoie à une appartenance religieuse qui n'est pas la mienne, mais c'est dans l'ordre de la représentation. Et donc il s'agirait, comme dirait Nicolas Sarkozy, des musulmans d'apparence. Si vous vous rappelez de cette citation honteuse. Et donc ces gens-là aussi vous disent « je suis victime d'islamophobie ». Donc les victimes d'islamophobie ne sont pas que de confession musulmane, même si les premières victimes sont les musulmans, et notamment les musulmans pratiquants et visibles dans l'espace public. Pour identifier différents éléments au niveau de l'islamophobie, un point historique, beaucoup de sociologues, comme si on reprend par exemple Vincent Gesser, qui avait écrit le livre « La nouvelle islamophobie » il y a environ une dizaine d'années, mais qui malheureusement est encore d'actualité, il parlait d'une mutation du racisme anti-arabe. C'est-à-dire, si vous regardez dans les années 80-90, le primat de la discrimination, c'était surtout l'appartenance ethnique, ou immigré, c'est-à-dire un immigré ou quelqu'un d'origine arabe, d'origine turque, d'origine africaine. Aujourd'hui, il y a eu un basculement où le primat de la discrimination se porte sur l'appartenance religieuse. Et c'est à la fois un prolongement du racisme anti-arabe et anti-maghrébin, parce qu'on sait que la France n'a toujours pas réglé son passif colonial, notamment avec l'Algérie, mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça, des éléments qui sont spécifiques au racisme anti-musulman et donc à l'islamophobie, qui relève parfois d'une hystérie vis-à-vis du fait religieux musulman qui amène à une détestation des individus. Et c'est pour ça, par exemple, que quand on dit il faut distinguer l'atteinte aux personnes et le fait de critiquer une religion. Alors, sur le principe, c'est vrai, mais il faut faire très attention parce que de nombreuses personnes aujourd'hui tentent de promouvoir ce que Saïd Bouamama, le sociologue, appelle un racisme respectable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le racisme sur une base ethnique est quand même mal vu. Donc on essaye de finalement stigmatiser les mêmes personnes, mais en usant d'un vocabulaire anti-religieux. Et ça, pour le voir, dans certaines régions, les identitaires d'extrême droite collaient des affiches où c'était marqué « l'islam hors d'Europe ». Donc on pourrait s'arrêter là et dire il s'agit de l'islam. Mais qui porte l'islam en Europe? Qui porte l'islam en France? Ce sont des individus. Monsieur Islam n'existe pas. On ne va pas prendre un café avec Monsieur Islam. Par contre, il y a des individus qui sont musulmans et qui sont les porteurs de cette foi et de cette religion. Et ces gens-là sont stigmatisés dans leurs convictions et dans leur dignité. Donc il faut quand même faire très attention parce que la frontière n'est pas très claire. Et parfois, et Marine Le Pen, et pas que Marine Le Pen, des responsables politiques de gauche comme de droite aujourd'hui, se sont fait des champions dans l'ambiguïté des termes. C'est-à-dire que pénalement, le propos n'est pas condamnable en termes de racisme, mais ce qu'il renvoie en termes de représentation et en termes de renforcement des préjugés islamophobes dans la société sont très importants. Et je vais vous citer un exemple qui me semble capital sur la question justement de la responsabilité des acteurs politiques et médiatiques sur l'image qu'ils vont renvoyer en termes de représentation. Car un propos peut ne pas relever du racisme caractérisé, mais dans l'inconscient collectif, favoriser l'attention et la peur
et miner le vivre ensemble dans notre société. Et je pense que vous vous souvenez tous de la polémique qui a été lancée par Marine Le Pen sur la question des prières de rue. Donc elle a comparé des prières de rue qui ont lieu dans quelques villes en France à l'occupation nazie. Et donc il y a eu des polémiques. Et on s'est rendu compte que même si certains responsables politiques condamnaient les propos de Marine Le Pen, c'était une condamnation à demi-mot. C'est-à-dire que dans les fonds, on dit oui, mais quand même, la question des prières de rue pose problème. Alors c'est comme d'habitude, quand il s'agit de faits divers qui touchent aux musulmans, il y a toujours au niveau politique ou médiatique une hypertrophisation de ces faits divers. C'est-à-dire que plutôt que de régler ces problèmes au niveau local et de faire en sorte qu'ils restent dans la rubrique faits divers, on en fait des polémiques nationales, des controverses, et qui alimentent la peur de l'islam, l'islamophobie. Et donc il y a un sondage qui a été réalisé et qui montrait une chose. Marine Le Pen, dans son intervention, elle parlait de 10 à 15 lieux où il y avait des prières de rue en France. Le CFCM a corrigé en disant que c'était plutôt entre 5 et 10. Et donc on a eu des sondages qui ont été faits par différents instituts connus en France, qui ont interrogé l'opinion publique pour savoir combien pensez-vous, à la suite de cette polémique, combien pensez-vous qu'il y a de lieux où il y a des prières de rue en France? Et vous savez, la réponse, les résultats de ces sondages, c'est qu'une écrasante majorité de Français considéraient qu'il y avait environ 185 lieux en France où il y avait des prières de rue. 185 lieux, alors que Marine Le Pen parlait de 10 à 15 et le CFCM de 5 à 10. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est le décalage entre la réalité et la représentation. Et qu'est-ce qui alimente ce décalage, fondamentalement? C'est vraiment le tapage médiatique. Constamment, on a des unes des journaux de gauche comme de droite, ça va du Figaro à Libération, en passant par l'Express et Le Point, qui constamment ont des unes racoleuses, des unes réductrices sur la menace que représenterait l'islam ou la présence musulmane. On se rappelle de la une assez récente du Point, cet islam qui gêne, avec une femme voilée derrière, et même d'ailleurs au sein de la rédaction du Point, il y a eu des polémiques suite à cette une, des gens qui n'étaient pas d'accord. Et quand on a interrogé les responsables, ils disaient oui, mais dans la une, il faut qu'on a une certaine stratégie de communication. Et c'est pire que ça. Christophe Barbier, directeur de rédaction de l'Express, quand ils avaient fait une où il parlait, le titre c'était le vrai coût de l'immigration, et avec derrière une femme voilée, pour vraiment faire le lien entre le problème de l'immigration, des gens qui abuseraient de notre système de solidarité, et vraiment faire le lien avec non seulement les musulmans, mais en plus les musulmans qui sont visibles. Qu'est-ce qu'il répondait quand on le critiquait sur cette une? Il disait oui, mais la une de nos journaux, elle ne s'adresse pas au cerveau, mais elle s'adresse à l'instinct. Comment peut-on accepter que quelqu'un qui est omniprésent dans les médias tienne des propos pareils? C'est quelque chose d'inacceptable, et ce genre d'attitude va renforcer au sein de la société les préjugés islamophobes, les tensions, la peur. Et après, donc, il ne faut pas s'étonner que Marine Le Pen se fasse championne de la laïcité, comme dit le sociologue Jean Bobéro, et qu'ensuite, il remporte 25% et devienne le premier parti au niveau des élections européennes. C'est le résultat d'un processus qui a 10 ans d'âge, bientôt maintenant. Depuis le 11 septembre 2001, le phénomène s'était beaucoup amplifié. Et donc, on a dans les médias, et je pourrais aussi parler des unes racoleuses et des titres racoleurs de Charlie Hebdo, dont on sait aujourd'hui, preuve à l'appui, comme l'expliquait Pascal Boniface, que l'objectif de ces unes à l'encontre de l'islam et des musulmans n'avait qu'un seul but, c'était de l'ordre de l'opportunisme économique. C'est-à-dire que quand on fait une ou un sujet polémique sur l'islam, ça fait vendre du papier, donc on gagne de l'argent. Donc quand on sait qu'aujourd'hui la presse papier est en difficulté, c'est un bon moyen de gagner de l'argent sur le dos de la dignité des musulmans. Ça, c'est important à rappeler. Et ce que je voudrais rappeler aussi, là, c'est pour mon premier point vis-à-vis des médias, c'est que le média, bien sûr, il y a la liberté d'expression, on y est tous attachés et on se bat pour elle, mais le média doit aussi se penser, on dit souvent que c'est le 6e pouvoir, et tout pouvoir doit avoir des limites et des responsabilités, et il doit aussi se penser comme un acteur social qui a pour but de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans ce pays, et pas seulement comme une entreprise qui veut faire du chiffre et qui veut faire du buzz. Et ça, je pense que c'est fondamental de le rappeler sur la responsabilité des médias. Et un autre point qui me paraît fondamental, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'islamophobie, elle est transversale. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas à l'extrême droite, ni à un parti politique en particulier, même si effectivement au niveau de l'extrême droite c'est peut-être plus prononcé. Elle existe dans tous les partis politiques français, et dans tous les partis politiques français aussi, sauf peut-être à la droite de la droite, à l'extrême droite, on a des gens aussi qui s'opposent à l'islamophobie et qui prennent des positions courageuses sur ce sujet. On se rappelle des polémiques qu'il y a eu au NPA. Voilà, certains qui considéraient qu'à un moment donné, il fallait arrêter d'alimenter le discours stigmatisant sur ces questions. D'autres qui, sous prétexte de laïcité, étaient tombés dans ce piège. Et donc ça traverse tous les partis politiques.
Donc c'est pour ça que la critique, elle doit être globale. Et très souvent, et c'est peut-être une différence avec d'autres pays, j'avais discuté avec une sociologue que vous connaissez peut-être, Nadia Marzouki, qui est spécialiste de l'islam aux États-Unis. Et elle me dit, aux États-Unis, on a des mouvements populistes très actifs et très dangereux qui jouent sur la fibre islamophobe et la fibre raciste. Mais elle disait, la grande différence avec la France, c'est que le camp progressiste, c'est-à-dire les associations et les organisations qui défendent les droits civils et qui défendent les droits humains, sont très clairs sur la défense des droits des musulmans et sur la dénonciation de l'islamophobie. En France, c'est beaucoup moins clair. On a beaucoup d'acteurs qui se présentent comme de gauche, comme progressistes, et qui participent à l'alimentation de ce discours stigmatisant. Contrairement à la droite, ça ne sera pas sur une base identitaire, mais plus sur des questions liées au féminisme ou à la laïcité. C'est-à-dire on cache des idées honteuses derrière des concepts nobles et des beaux concepts. Et ça, je vous invite à lire un livre, la laïcité falsifiée de Jean Bobéro, un des plus grands spécialistes de la laïcité en France, où il explique très bien ce phénomène, comment, à cause des partis politiques classiques, de droite comme de gauche, on a fait en sorte que la championne de la laïcité, c'est aujourd'hui Marine Le Pen, et que la laïcité qui est en train de devenir dominante en termes idéologiques, non pas en termes légaux, c'est bien une laïcité qu'il appelle lui le pénisée. Au point que certaines personnes qui sont considérées comme des références en termes de féminisme, comme Elisabeth Badinter, nous expliquait que la seule qui défend la laïcité en France, c'est Marine Le Pen. Donc il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui sur les alliances et le bouleversement idéologique qui a lieu en France. Donc bon, les propos des politiciens en manque de popularité, en manque de projet, qui vont dans le sens de la stigmatisation des musulmans, on en a énormément. On se rappelle des propos de Sarkozy sur les moutons dans la baignoire. On se rappelle des propos de Claude Guéant, comme le rappelait Salima, sur ces musulmans qui posent problème et leur nombre qui pose problème, sur ces civilisations qui ne se valent pas. Le débat sur l'identité nationale, qui était clairement non pas un débat ouvert, mais un débat qui avait pour but d'exclure une partie de la population et de diviser les Français. On pourrait citer les propos de Manuel Valls, qui, lorsqu'on l'a interpellé sur la gravité de l'islamophobie, nous explique que l'islamophobie, ça n'existe pas, c'est le cheval de Troie des islamistes. Donc face à une réalité qui ne cesse d'augmenter, on a la négation d'un homme d'État, quelqu'un qui nous a parlé de fascisme islamique. Je veux dire, associer ces deux termes, c'est une honte. Aucune autre religion en France n'a droit à ce traitement. Donc les exemples sont nombreux, et on pourrait aussi citer le fait que dans l'ordre du débat français, constamment quand on parle de la laïcité, c'est pour l'associer à l'islam sous une optique négative. De même, on associe l'islam à la sécurité, on associe l'islam au terrorisme international. Et justement, quand on prend le discours de Marine Le Pen, elle est très habile, parce que qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue sur la peur des Français, elle prend des anecdotes et elle tente de les généraliser en les tournant sous un angle de menace. C'est-à-dire, elle dit, voilà, regardez, aujourd'hui, ils veulent nous imposer le halal dans les cantines. Alors que, quand on regarde la réalité, il y a quelques cantines qui proposent des menus alternatifs, mais qui sont sur demande. C'est-à-dire, ils ne sont pas imposés à tous. Et dans la grande majorité des cas, ce qu'avaient demandé les citoyens, les élèves de confession musulmane, et pas seulement, aussi des végétariens et d'autres, c'était des menus végétariens, justement. Ce n'étaient pas des menus halal. Et donc, on voit qu'à la fois, parfois, on prend une anecdote, on tente de la généraliser et de la présenter sous un angle de menace. C'est-à-dire, la France est menacée. Et c'est toujours, comme l'explique très bien dans son livre Le mythe de l'islamisation, Raphaël Logier, justement sur cette idée qu'aujourd'hui, le discours essaye de nous présenter les musulmans comme une menace. L'idée qu'il y a une colonisation de l'intérieur, un ennemi de l'intérieur. Et ça, c'est justement, ça c'est un point important. Saïd Bouamama, que j'ai cité tout à l'heure, nous dit on est passé du bouc émissaire à l'ennemi de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on retrouve. Vous m'entendez plus ? C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'ordre du débat français, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un ennemi de l'intérieur qui nous menace, qui nous colonise et qui est un danger pour l'avenir de la société. Donc, il reste combien de temps ? Juste 2 minutes. Donc, un point sur la question du populisme au niveau européen. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a vu la victoire de l'extrême droite. Et comme je l'ai dit, pour moi, la victoire de l'extrême droite, elle est de la responsabilité des médias et des partis classiques qui, pendant des années, ont normalisé les thèses du Front National tout en condamnant le parti. C'est-à-dire sur les questions d'immigration, sur les questions d'islamophobie, sur la question des Roms et sur tout un tas de thématiques. Et finalement, ça a été une voie royale qui a été ouverte à Marine Le Pen, qui l'a saisie et qui, d'année en année, gagne en popularité et en victoire électorale. Aujourd'hui, les partis populistes et les mouvements populistes ont centralisé leur discours sur la question de l'islam et des musulmans et tentent aussi de s'allier au niveau européen.
On a vu par exemple Marine Le Pen qui tentait de se rapprocher de Geert Wilders aux Pays-Bas, qui lui, donc la fondation même de son projet politique est la stigmatisation des musulmans. C'est quelqu'un qui comparait Mein Kampf au Coran. Et d'ailleurs Marine Le Pen, en réagissant à ça, a dit que c'était d'un droit de comparer Mein Kampf au Coran. Donc le livre sacré des musulmans avec le livre d'un des plus grands génocidaires de l'histoire. Par contre, quand on dit que son parti est d'un parti d'extrême droite, là vous attaque en justice. Donc allez chercher la cohérence, ces gens-là, vous ne la trouverez pas. La même chose, on a eu en Suisse une victoire de l'UDC avec Oscar Freisinger qui ont réussi à faire interdire les minarets et dont le discours est centré sur la stigmatisation des musulmans et sur la question du populisme. Jusqu'aux États-Unis, on a le Tea Party et on sait qu'il y a des liens. Je veux dire, aujourd'hui, on a une organisation en France qui s'appelle Riposte Laïque, qui sont des ultra-laïcs de gauche, qui se sont alliés avec des identitaires d'extrême droite autour d'un ennemi commun, et qu'ils ont des liens et des contacts avec la English Defence League, qui est un mouvement islamophobe du même genre en Angleterre, et qui régulièrement, on a des agressions contre des musulmans, on a ce même discours sur la menace de l'islam, etc. Et donc, moi, ce que je préconise face à ça, face à une islamophobie globalisée, c'est une lutte contre l'islamophobie globalisée. Et c'est-à-dire qu'au-delà de l'analyse strictement française, aujourd'hui, il faut que des citoyens, non seulement en France, mais au niveau européen, sachent s'organiser. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec FEMISO, c'est-à-dire de rassembler des organisations musulmanes ou pas, c'est aussi des organisations qui se battent contre les discriminations, pour la promotion des droits humains, sur un certain nombre de défis communs, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de pays européens, la question de l'islamophobie se présente en des termes communs. Même si, il faut rappeler que la France a une certaine spécificité, qu'elle est isolée sur certaines questions en Europe, notamment sur la question du voile et sur la question de ce que j'appellerais l'islamophobie structurelle, c'est-à-dire que l'État participe à la stigmatisation des musulmans par des lois et par les organes de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est un peu différent quand même, notamment dans le monde anglo-saxon. J'avais participé à une conférence quand j'étais à Oxford du responsable du Parti libéral canadien, qui s'appelle Michael Ignatieff. Et lui, donc, il n'était pas du tout islamophile ou pro-musulman. La preuve en est, c'est qu'il avait soutenu l'intervention américaine en Irak en 2003. Mais c'est quelqu'un, lors de l'intervention, quand on l'a interpellé sur la loi sur le voile intégral en France, pour lui, c'était une aberration. C'était inconcevable dans l'ordre de la défense d'une conception libérale de la société et multiculturelle qu'on puisse accepter ce genre de choses. Et on a aussi parfois une certaine influence seulement dans le monde francophone de la France. En Angleterre, elle est complètement dans le monde anglo-saxon, elle est complètement décrédibilisée sur ces questions. On a une certaine influence en Belgique ou au Québec, mais on se rend compte qu'au Québec, le parti qui avait proposé justement une modification de leur laïcité en des termes très liberticides et restrictifs à l'endroit des musulmans, ils avaient proposé une charte des valeurs et de la laïcité, ont perdu les élections, et donc leur projet aujourd'hui est à la poubelle. Pour conclure, pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti et pour vous laisser la parole dans l'ordre du débat, je vais juste conclure sur la question de l'engagement. Aujourd'hui, je pense qu'en France, il est impératif qu'à la fois les responsables politiques et médiatiques prennent en considération cette question. Et une des recommandations du rapport qui a été produit par FEMISO sur la question de l'islamophobie, c'est de dire une chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut que les médias fassent preuve de beaucoup plus de prudence et de vérification. C'est-à-dire que quand c'est pas parce qu'il s'agit de l'islam qu'on peut dire tout et n'importe quoi. On doit prendre en compte le contexte et les conséquences de nos paroles et aussi vérifier ses sources et avoir une charte de déontologie, comme le font très bien les médias vis-à-vis de la communauté juive. Elles sont très prudentes dans l'ordre de ce qu'elles vont exposer, elles vont faire attention à leurs sources, que ça soit très bien référencé et de mesurer leurs mots. On aimerait bien que ça soit la même chose quand il s'agit de la communauté musulmane. Que les responsables politiques de gauche comme de droite cessent d'alimenter leur discours et soient plutôt dans l'optique de penser à l'avenir de nos sociétés plurielles, parce que la France est une société multiculturelle. Comme disait le sociologue Edgar Morin, la France est une et multiculturelle, et il faut savoir concilier notre unité et notre diversité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on va finir par les derniers remerciements, les remerciements à l'équipe qui a organisé ce premier café débat, Jihan, les intervenants, Salima, Yanis,